Count 2, verdict. We, the jury in the above entitled case, find the defendant not guilty of a lewd act upon a minor child as charged in count 2 of the indictment, dated June 13, 2005, foreperson number 80. Il y a des victoires qui ressemblent à des défaites. En 2005, après des mois d'humiliation publique, Michael Jackson sort libre du tribunal de Santa Maria. Non coupable. 2 mots qui auraient dû tout effacer. Mais à cet instant précis, dans son regard vidé, on comprend qu'il ne sera plus jamais le même. En juin 2005, la justice l'a absous, mais son honneur ne lui fut pas rendu par une partie de l'opinion publique. Déjà fragilisé financièrement par l'échec calculé de son album Invincible, ce procès aura fini de le mettre à terre. Michael avait alors tout perdu, son image, sa santé, sa confiance, et une part de cette magie qui l'avait porté depuis son enfance. Quand le verdict tombe, il n'a plus la force de sourire. Il quitte la Californie quelques jours plus tard, comme on fuit un champ de bataille. Bahreïn, Irlande, Las Vegas, il devient un nom sans adresse, une ombre en exil. Les années suivantes, Michael s'isole, il compose à peine, il danse peu, il parle rarement. Et ses dettes s'alourdissent, encore et toujours. Plus entouré comme jadis, à la merci de n'importe quelle personne mal intentionnée, il attendait pourtant une lueur d'espoir, quelque chose qui aurait pu lui permettre de faire un comeback retentissant. On est alors en 2008 et Michael s'apprête à vivre les derniers mois de sa vie, précipité dans le vide comme un sacrifice au dieu business, au nom d'un projet artistique duquel il ne pouvait plus se défaire, sous peine de perdre tout ce qui lui était cher. And it's because of moments like this, I can say with all my heart that I'm very proud to be an entertainer. And you ain't seen nothing yet. Chaque empire a son crépuscule, et celui de Michael Jackson avait commencé dans le murmure des chiffres. En 2008, les lettres de rappel s'empilaient sur les bureaux des banquiers. Les intérêts s'ajoutaient aux intérêts. 24 millions de dollars. C'était le montant exact du prêt que Michael ne parvenait plus à rembourser pour son domaine de Neverland. Car quelques années auparavant, son album Invincible n'avait pas rencontré le succès espéré. Sony Music avait dépensé pas moins de 30 millions de dollars dans sa production. L'album le plus cher de l'histoire. Mais une fois remboursé, Sony avait tout simplement stoppé la promotion, ne laissant à Michael Jackson que quelques miettes. Pour continuer à mener son train de vie, il avait contracté plusieurs prêts, notamment auprès de la Bank of America, en mettant sa propriété de Neverland comme garantie hypothécaire, ainsi que ses parts dans le catalogue d'édition musicale ATV. Car Michael était multimillionnaire sur le papier, mais n'avait que très peu de liquidités. C'est pourquoi, dès la fin des années 90, il prit l'habitude de contracter des prêts pour maintenir son train de vie. Mais en 2005, la Bank of America semble réaliser qu'elle ne reverra probablement jamais les 270 millions de dollars que leur devait l'artiste, et vend donc ses prêts à un fonds d'investissement, Fortress Investment Group, dont le but était de racheter des prêts de personnes ou de sociétés qui n'étaient plus en mesure de payer. Leur méthode, racheter à bas prix, restructurer et tirer profit du remboursement futur ou de la saisie des garanties. À cet instant, Fortress devient le créancier principal de Michael Jackson, prend virtuellement le contrôle de son catalogue d'édition musicale et sa propriété de Neverland, et impose rapidement des conditions de remboursement plus dures avec des taux d'intérêt plus élevés. Michael passe d'un client privilégié de la Bank of America à un débiteur à risque sous la surveillance d'un fonds spéculatif. Une bien mauvaise nouvelle dans une situation déjà désespérée.
Au début de l'année 2008, Michael est dans une situation critique. Incapable d'honorer les traites de ses prêts, Fortress entame une procédure de saisie de Neverland pour être vendu aux enchères. Même s'il n'y est plus retourné depuis plusieurs années, Neverland reste son royaume, son écrin, l'endroit dont il ne parvenait pas à se débarrasser. En clair, il ne voulait pas vendre son ranch. En mars 2008, sous l'impulsion de son frère Jermaine, qui lui présentera une connaissance, un obscur homme d'affaires d'origine libanaise, Tomé Tomé, Tom Barak, fondateur de Colony Capital, un autre fonds d'investissement, rachète les dettes auprès de Fortress et reporte la saisie de Neverland dans un premier temps. Il fonde une société à parts égales avec Michael, baptisée Sycamore Valley Ranch, qui devient propriétaire du ranch. On pouvait donc croire que Michael Jackson pouvait alors souffler un peu, mais en réalité, il s'approchait encore un peu plus du gouffre. Car le sauvetage opéré par Colony Capital n'avait rien d'un cadeau, et Tom Barak entendait bien avoir un retour sur investissement. Et très vite, Tomé Tomé s'imposa comme l'intermédiaire privilégié avec Michael. Tomé Tomé m'a convaincu qu'il pouvait aider Michael à se réorganiser et à générer de nouveaux revenus. Barak, pragmatique, pense en termes de retour sur investissement. Pour récupérer les millions engagés dans Neverland, il faut que Michael refasse de l'argent. Et la seule manière rapide, c'est le live. Mais Michael est isolé, méfiant, traumatisé par le procès de 2005. Il n'a plus de véritable manager. Raymond Bain, sa porte-parole, vient d'être écarté par Tomé, qui prendra alors les rênes. À eux deux, ils convaincront Michael de remonter sur scène pour quelques concerts, lui permettant de se refaire une santé financière et éponger une partie de ses dettes. Michael hésite. Il n'avait ni la force ni l'envie de remonter sur scène, mais dans un coin de sa tête, il gardait ce rêve que ses enfants puissent un jour le voir en concert. À l'automne 2008, des contacts sont pris avec la société AEG Live, un des poids lourds du divertissement, pour commencer à discuter d'un projet de concert. Avant un premier rendez-vous organisé dans une villa à Las Vegas en septembre 2008, Paul Gongaware, un cadre d'AEG qui connaissait Michael, avait prévenu ses collègues par mail. Tenue décontractée, car MJ n'a pas confiance dans les hommes en costume. Pour AEG, la stratégie était claire, faire miroiter des millions de dollars à Michael et d'hypothétiques futurs projets de films pour le faire plier. Ils le savaient en grande difficulté et c'était pour eux une occasion unique de faire signer le King of Pop, quel que soit son état de santé. Pressé par Colony Capital, influencé par Tomé Tomé, sa planche de salut allait donc être AEG, même si cette dernière était savonneuse. Car rapidement, Michael comprit que Tomé n'était pas là pour protéger ses intérêts. En décembre 2008, Tomé contacte la société Julien's Auction, basée à Beverly Hills, et spécialisée dans les ventes d'objets de célébrités. Il dit vouloir aider à éponger les dettes, en organisant une vente aux enchères des objets de Neverland, stockés depuis des mois dans un entrepôt. Tous les objets seront photographiés, répertoriés et prêts à être vendus. Michael réalisa quelques semaines plus tard la supercherie et furieux, il fit annuler cette vente au tout dernier moment en réalisant par la même occasion que cet homme d'affaires était finalement un requin de plus ayant tenté de s'octroyer les dernières miettes de son royaume. Il stoppa toute collaboration avec l'homme d'affaires, mais trop tard, le mal était déjà fait. Car en janvier 2009, il avait fini par signer un contrat avec AEG, un contrat pour 10 concerts pour lesquels Michael toucha des avances pour éponger certaines dettes. Dans un premier temps, il semblait convaincu de ce projet. 10 concerts, c'était gérable pour lui. Avec une bonne préparation et des professionnels aguerris, il pensait pouvoir y arriver, même si son dernier véritable concert datait de presque 10 ans. Mais cet enthousiasme n'était qu'un fragile mirage. Son corps, affaibli par les années de stress, d'insomnie et de traitements médicamenteux, n'était plus celui du performeur éblouissant qu'il avait été.
Les douleurs chroniques, les crises d'angoisse, la fatigue nerveuse, tout revenait en même temps, comme une marée noire. Pour dormir, Michael continuait d'avaler des pilules, parfois mélangées à un peu d'alcool pour calmer son esprit. Ce n'était plus de la préparation, mais de la survie. Mais personne n'osait s'opposer à lui, ni à EG, ni à la machine qu'on venait de lancer. Les dirigeants d'AEG, eux, commençaient pourtant à s'inquiéter. Ils avaient misé des millions de dollars sur ce retour, et déjà, Michael paraissait instable, difficile à joindre, lunatique. Certains mails internes parleront plus tard d'un artiste ingérable, d'autres d'un homme en détresse. Et pourtant, la communication devait continuer. Il fallait rassurer le monde. Le roi était de retour. The show would be much better when we get here. The worst thing to me personally to see is an opening show because, you know, it's not as tight as it can be. Sure. 9 jours après la signature avec AEG, un médecin new-yorkais, le docteur David Slavitt, se rendit à la maison de Michael pour un examen d'assurance. Spécialiste de la voix, il se concentre surtout sur les cordes vocales et conclut que le chanteur est en excellente santé. AEG s'appuiera plus tard sur ce rapport pour affirmer que tout allait bien, mais l'examen n'avait rien de complet. Slavitt ne s'était pas attardé sur les traitements ni sur la dépendance médicamenteuse que Michael cachait depuis des années. Dans le questionnaire, à la question « Avez-vous déjà été traité pour usage excessif de médicaments ou alcool ?», Michael coche simplement « non ». Un simple mot, une case cochée, et la machine pouvait tourner. Sur le papier, le roi était prêt, mais en vérité, son corps disait déjà le contraire. You have waited long enough. 750 million album sales, 13 Grammys. London welcomes the King of Pop, Mr. Michael Jackson. C'est ainsi qu'on en arriva à cette fameuse conférence de presse du 5 mars 2009, à la O2 Arena de Londres, censé être le grand moment du comeback. Dans sa suite d'hôtel, Michael est nerveux, terriblement nerveux. Son enthousiasme des premiers jours laissait désormais place à de terribles crises d'angoisse. Les années, les médicaments et ce procès l'avaient complètement anéanti. Prostré dans sa chambre, il refusait de sortir. Randy Phillips, qui attendait dans l'hôtel, s'impatiente et finit par rentrer dans la suite et habille Michael de force avec l'aide d'un garde du corps. Michael est alcoolisé, sous anxiolytique, pas du tout en état d'affronter cette conférence. Alors, Randy Phillips perd son sang-froid, le gifle et le menace comme pour lui remettre les idées en place. Les enjeux étaient trop grands, Michael devait y aller, coûte que coûte. Il finit enfin par arriver, en retard, escorté par son équipe. Quand il monte sur scène, l'homme n'est plus tout à fait lui-même. La foule hurle, mais ceux qui le connaissent savent que quelque chose ne va pas. These will be my final show. Ça va être mes Performances in derniers London. spectacles à Londres. Il répète plusieurs fois les mêmes phrases, comme s'il se parlait à lui-même. « This is it. This is the final curtain call. » Son sourire semble forcé, son corps légèrement vacillant. Les journalistes notent un air absent, ses poses étranges, son discours décousu. Ce jour-là, AEG y voit une victoire. Le monde entier parle du retour de Michael Jackson. Les billets allaient se vendre par milliers. Mais Michael se berçait d'illusions, prisonnier d'un corps fatigué et d'une dépendance qui allait bientôt tout lui arracher. À peine les projecteurs éteints, la machine se remet en marche. Les images de la conférence de presse font le tour du monde. Michael Jackson est de retour et l'O2 Arena de Londres devient le centre de l'univers. Les billets s'arrachent en quelques heures. Les serveurs de Ticketmaster s'effondrent sous la demande. On parle d'un raz-de-marée, d'une renaissance historique. Dans les bureaux d'AEG, c'est l'euphorie.
Randy Phillips, encore grisé par le succès de l'annonce, téléphone à ses associés en leur disant qu'à ce rythme, il pourrait vendre 10 fois plus de concerts. Le lendemain, les 10 concerts se transforment en 20, puis 30, puis 50. Un record absolu. Mais Michael n'a rien à prouver de tout cela. Quand il découvre la nouvelle, il déclara « 50 ? Non, c'est impossible, je ne peux pas faire ça. » Karen Fay, sa maquilleuse, racontera plus tard qu'il était livide, les yeux perdus. « Ils essaient de me tuer », aurait-il murmuré. Pour AEG, c'est du pur business. Plus de concerts, plus de recettes, plus de garanties sur les avances versées. Mais pour Michael, c'est une condamnation. Condamné à honorer ce contrat sous peine de perdre son ranch, ses parts dans le catalogue ATV. Perdre les 2 seules choses auxquelles il tenait le plus. Pire encore, il pouvait perdre ses enfants si on venait à parler de ses addictions. Il tenta malgré tout de se convaincre. « Je vais m'entraîner, je vais y arriver, je veux que ce soit parfait. » Mais ses proches voient la vérité. L'homme qui rêvait de renaître s'effondre dans le doute. Il s'isole, se referme, devient insaisissable. Chaque appel d'AEG, chaque réunion devient un fardeau. Les médicaments se multiplient, les médecins se succèdent, et l'espoir peu à peu cède la place à la peur. Dans les couloirs d'AEG, certains commencent à s'inquiéter. Michael annule des rendez-vous, ne répond plus. Randy Phillips confie à un collègue « Il est instable, mais il faut qu'il remonte sur scène, on n'a plus le choix. » Le rêve s'est transformé en contrat, et le contrat en piège. Ce qui devait être une résurrection devient une obligation financière, une pression constante où le génie se heurte à la fatigue et où la légende se consume lentement. Les semaines qui suivirent la conférence de presse furent un tourbillon. Michael s'installa d'abord au Palms Hotel et Casino de Las Vegas, avant de poser ses valises dans une maison louée par AEG à Holmby Hills, dans un quartier paisible de Los Angeles. C'est là qu'il devait vivre ses derniers mois, entre répétitions, rendez-vous médicaux et nuits sans sommeil. Les répétitions débutèrent officiellement le 20 avril 2009 au Center Staging Studio de Burbank, avant de se poursuivre dans les hangars du Forum d'Inglewood, puis au Staples Center, propriété d'AEG. Sous les projecteurs, l'équipe artistique prenait forme, comme une armée rassemblée autour de son général fatigué. Autour de Michael, la Dream Team. Kenny Ortega, le metteur en scène, ami de longue date et véritable chef d'orchestre du projet, revenu pour tenter de recréer la magie d'antan. Travis Payne, son bras droit chorégraphique, danseur surdoué et fidèle disciple depuis la tournée Dangerous. Dans les musiciens, le vétéran Jonathan Moffett à la batterie, Orianthi Panagaris à la guitare, Michael Bearden à la direction musicale et la choriste Judith Hill, dont la voix remplissait les silences de Michael. Officiellement, tout semblait harmonieux, presque magique. Mais dans les coulisses, le climat était tout autre. On affirmait en privé que Kenny Ortega et Travis Payne auraient reçu des commissions de la part de certains candidats pour être choisis dans la troupe. Michael, lui, ignorait ces rumeurs. Malgré la pression, il tentait de rester concentré. Certains jours, il arrivait souriant, frêle mais énergique, et les répétitions devenaient des moments de grâce. Il se mouvait avec la légèreté d'autrefois, et tout le monde retenait son souffle. Puis, sans prévenir, tout s'effondrait. Le corps lâchait, la voix tremblait, le regard se perdait. Les répétitions s'interrompaient. Le silence retombait sur la scène comme une chape de plomb. Travis Payne dira plus tard « Quand il montait sur scène, il redevenait Michael Jackson, mais dès qu'il en descendait, il semblait s'effacer. » À la maison de Holmby Hills, la nuit, Michael ne dormait plus. Les pilules s'accumulaient, les heures s'allongeaient. C'est alors qu'apparut un nouveau visage, le docteur Conrad Murray, un cardiologue venu du Texas. Officiellement engagé pour veiller sur la santé du roi de la pop, il avait été recommandé par Tomé Tomé
et son contrat d'un montant de 150 000 $ par mois étaient directement liés à la tenue des concerts. AEG voulait s'assurer que Michael tienne jusqu'à Londres, coûte que coûte. À partir du mois de mai, Murray emménagea dans la maison. Chaque nuit, il administrait des médicaments de plus en plus forts. Le propofol entra bientôt dans le rituel, ce puissant anesthésique hospitalier que Michael appelait son lait blanc. « C'est la seule chose qui me fait dormir », disait-il. Les semaines s'enchaînaient et la tension montait. Michael alternait entre euphorie et épuisement. Il donnait tout, puis s'effondrait. Il voulait que le spectacle soit parfait, mais son corps lui rappelait chaque jour qu'il n'était plus celui d'autrefois. AEG de son côté continuait de faire pression. Chaque report, chaque absence coûtait cher. Les semaines suivantes plongèrent Michael dans une course contre le temps. La machine AEG tournait à plein régime. Le comeback devait être parfait, rentable, colossal. Mais à mesure que le calendrier avançait, les signes d'épuisement devenaient évidents. Même si les répétitions se faisaient en live, on parlait déjà du retour du playback pour opposer la voix de Michael. Les premières répétitions intensives au Staples Center à la mi-juin 2009 révélaient un artiste amaigri, distrait, parfois incapable de se concentrer. Kenny Ortega notait dans ses rapports internes que Michael avait besoin d'aide médicale immédiate. Il écrivit même à AEG « Je suis inquiet, il est faible, confus, il n'a pas l'air de se nourrir correctement, je crains pour sa santé. » La réponse d'AEG fut sèche. On lui rappela que chaque jour perdu coûtait des centaines de milliers de dollars et que le chanteur devait honorer ses engagements. Car quelques jours plus tôt, AEG avait officiellement annoncé le report des 4 premiers concerts initialement prévus pour juillet. Officiellement, il s'agissait de garantir la perfection du spectacle. En réalité, rien n'était prêt. Ni Michael, ni même les costumes censés habiller son grand retour. Le styliste Zaldy Gocko, proche de Travis Payne, avait été choisi pour concevoir les tenues de scène. Mais Michael détestait les premiers prototypes. Pendant les répétitions, il refusait de les porter, trouvant leur conception trop cheap et trop éloignée de son style. Exaspéré, il demanda à plusieurs reprises qu'on rappelle Michael Bush, son costumier historique, celui qui l'avait habillé pendant les tournées Bad et Dangerous. Mais AEG refusa, arguant que le planning ne le permettait plus. Alors, Michael dut se soumettre à des séances d'essayage pour des costumes qu'il méprisait, supportant en silence l'idée de se produire dans des vêtements qu'il n'avait pas choisis. Sous les sourires officiels et les communiqués d'AEG, la vérité était plus crue. Le spectacle qui devait incarner la renaissance du roi n'était encore qu'un chantier d'improvisation, et Michael Jackson, lui, ne s'y reconnaissait déjà plus. Ce report devait lui donner quelques semaines de répit, mais il eut l'effet inverse. La pression redoubla. Randy Phillips sentait bien que Michael était de plus en plus sur le point de tout abandonner, mais il lui rappela qu'il était hors de question. AEG avait déjà dépensé 3 millions de dollars dans le projet et il était hors de question de tout laisser en plan. Phillips agitait la menace de tout faire perdre à Michael, son ranch, son catalogue d'édition musicale, ses enfants. Une pression telle que Michael n'en dormait plus la nuit, rongé, dévoré de l'intérieur par ses angoisses. Pendant ce temps, les médias s'interrogèrent. Le roi de la pop serait-il trop fragile pour remonter sur scène ? Et dans les coulisses, les investisseurs s'inquiétaient déjà des millions d'avances versées. Michael se sentait pris au piège. « Ils veulent que je sois un robot, mais je ne suis pas une machine », aurait-il confié à son assistant. Anxieux, sans plus personne pour le soutenir et établir un rapport de force avec AEG, il rappela alors une vieille figure du passé, Frank DiLeo. L'ancien manager durant l'âge d'or de Thriller et Bad, DiLeo avait été écarté au début des années 90 après des tensions internes. Mais en juin 2009, Michael le rappela lui-même, cherchant désespérément quelqu'un en qui il pensait pouvoir encore avoir confiance. DiLeo était un de ces managers féroces, à mi-chemin entre l'homme d'affaires et le mafieux sicilien. Il savait comment se faire respecter et comment défendre les intérêts de ses amis.
Il revint donc dans le cercle rapproché, officiellement pour soulager Michael du stress des affaires. Mais très vite, son rôle s'obscurcit. Il devint le point de contact entre AEG et Michael, assistant aux réunions, contrôlant les appels, filtrant les visites. Et selon plusieurs proches, au fil des jours, il sembla se rapprocher davantage d'AEG que de l'artiste lui-même. Frank disait qu'il voulait protéger Michael, racontera plus tard un membre du staff, mais il parlait de plus en plus comme Randy Phillips. Michael, lucide, s'en rendit compte. Un soir, il aurait confié à sa maquilleuse « Je l'ai fait revenir pour me protéger, maintenant il travaille pour eux. » La paranoïa, fondée ou non, gagnait du terrain. Autour de lui, les visages changeaient. Il ne savait plus à qui se fier. Plus personne n'était là pour le protéger de ce comeback qui était en train de le ronger de l'intérieur. Puis vint le retour le plus inattendu et le plus troublant. Celui de John Branca. Ancien avocat et conseiller de Michael, Branca avait été licencié en 2003 après des soupçons de conflit d'intérêts liés à la gestion de son catalogue musical. Michael ne voulait plus jamais travailler avec lui. Il l'avait limogé sans ménagement. Pourtant, à la mi-juin 2009, Branca refit surface comme par enchantement, arrivant à une des répétitions comme un cheveu sur la soupe. Officiellement, il revenait à la demande de Michael pour aider à la gestion de ses affaires en vue de la tournée. Mais selon plusieurs témoins, Michael n'avait rien demandé de tel. Lorsqu'il le vit apparaître à une réunion, il aurait demandé stupéfait « Qui l'a invité ?» Personne ne lui répondit clairement. AEG affirmait que Branca était nécessaire pour stabiliser les finances. Mais pour Michael, ce retour avait des allures d'intrusion. Une intrusion louche dont il ne parvenait pas à comprendre le sens. L'homme qu'il avait congédié 6 ans plus tôt se retrouvait soudain au centre de ses affaires, au moment même où tout s'effondrait. Cette coïncidence, pour beaucoup, restera une zone d'ombre de plus dans le labyrinthe de ces derniers jours. À Holmby Hills, Michael n'était plus que l'ombre de lui-même. Il dormait à peine, ne mangeait presque plus. Les insomnies s'allongeaient, les médicaments s'accumulaient. Le docteur Conrad Murray devient une présence constante, presque obsédante. Il note ses doses, rassure le chanteur, promet des nuits paisibles au prix d'un produit administré normalement par un anesthésiste. Un produit qui plongeait le patient sous anesthésie, bien loin d'un sommeil réparateur. Ces sommeils artificiels ne le reposaient en rien, et la fatigue et l'épuisement s'accumulaient dangereusement. Le 19 juin, les répétitions tournent au cauchemar. Michael, tremblant, oublie les paroles, peine à tenir debout. Kenny Ortega, inquiet, envoie un message d'alerte à AEG. Il a besoin de soins, pas de répétitions. Il n'est pas prêt. Le lendemain, on lui répond sèchement que Michael est apte selon le médecin, le docteur Murray. Autrement dit, la tournée continue. Le 23 juin, Michael revient au Staples Center, fragile mais concentré. Il enchaîne plusieurs morceaux avec les dernières forces qui lui restaient. Michael Bearden, le directeur musical, se souviendra. Ce soir-là, il était calme, concentré. Il voulait que tout soit parfait. Kenny Ortega, lui, dira qu'il semblait en paix, enfin connecté à son art. Le 24 juin, Michael arrive tard dans la soirée. C'est sa dernière répétition. Personne ne le sait encore. Il débute avec The Way You Make Me Feel. Il sourit, taquine les danseurs, retrouve son souffle. Sa silhouette fine se découpe dans la lumière bleue de la scène. Puis vint Thriller. Les projections 3D défilent sur l'écran géant. Les pas s'enchaînent, précis, presque mécaniques, mais son corps suit. Enfin, il termine par Earth Song. Les effets spéciaux s'activent, la scène s'élève, la forêt virtuelle se déploie autour de lui. Michael ferme les yeux, chante avec tout ce qui lui reste. Sa voix emplit le Staples Center comme une prière. Quand tout s'arrête, les applaudissements éclatent, les danseurs l'acclament, Ortega le prend dans ses bras. « Je me sens bien, Kenny, je me sens vraiment bien », lui dit Michael en souriant. Il a l'air heureux, presque soulagé.
Il salue l'équipe, promet de se revoir demain. Mais ce demain n'aura jamais lieu. Fire paramedic 33, what is your emergency? Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. Exactly what happened? Sir, we have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. Okay, how old is he? He's 50 years old, sir. 50, okay. He's unconscious, he's not breathing? Yes, he's not breathing, sir. Did anybody witness what happened? No, just the doctor, sir. The doctor's been the only one here. Okay, so the doctor see what happened? Doctor, did you see what happened, sir? Sir, you just, if you can please. We're on our way. We're on our way. I'm just passing these questions on to my paramedics while they're on the way there, sir. Thank you, sir. He's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Okay. We're on our way. Plus tard, à 14h26, au Ronald Reagan UCLA Medical Center, Michael Jackson est déclaré mort, âgé de 50 ans. Le roi de la pop vient de quitter la scène pour de bon. Libéré des contrats, des dettes, des faux amis, mais prisonnier pour toujours d'un mythe qu'on venait de sceller à jamais. Le corps de Michael repose encore à la morgue de Los Angeles que déjà le monde entier s'affole. Les chaînes de télévision diffusent en boucle les images du Staples Center. Les réseaux sociaux saturent. Les fans pleurent, se rassemblent, brandissent des bougies, des pancartes, des disques. Une ville entière devient un mausolée. Mais pendant que les larmes coulent dans les rues, les chiffres s'additionnent dans les bureaux. Chez AEG, on calcule les pertes, puis les opportunités. Chez Sony, on mesure l'or potentiel du catalogue musical. Et dans les coulisses, John Branca et John McClane, fraîchement réinstallés, se préparent à reprendre la main. Car le 29 juin 2009, Branca dépose le testament de 2002 au tribunal de Los Angeles. Un texte miraculeusement retrouvé, donnant aux deux hommes le contrôle total de l'estate, l'héritage, les droits, les entreprises, tout. Frank DiLeo appuie cette démarche, affirmant que c'était la volonté de Michael. Mais d'autres, comme Catherine Jackson, sa mère, tombent des nues. Michael ne faisait plus confiance à ces gens-là. La famille réclame des explications. On leur parle de documents légaux, de stabilité financière. Le langage du deuil désormais est celui du droit et du profit. Très vite, tout s'enchaîne. Le 7 juillet 2009, le mémorial planétaire de Michael Jackson se tient au Staples Center, le lieu même où il avait dansé pour la dernière fois, 2 semaines plus tôt, étranglé par AEG et dévoré de l'intérieur par un stress qui l'aura tué. Un spectacle grandiose, retransmis dans le monde entier, orchestré par AEG et validé par la nouvelle direction de l'estate. Des millions de téléspectateurs, des larmes, des chants, des fleurs, et dans les coulisses, des contrats signés. Car au même moment, un autre projet prend forme, le film This Is It. À peine la poussière du deuil retombée, AEG et Sony annoncent la sortie d'un long métrage posthume, monté à partir des répétitions filmées par AEG pour un simple usage interne. Le projet est validé en un temps record. En juillet, on compile les rushs. En août, on négocie la distribution mondiale. En septembre, la bande-annonce envahit les écrans. Et le 28 octobre 2009, à peine 4 mois après la mort du chanteur, This Is It sort dans les salles du monde entier. Le film rapporte plus de 260 millions de dollars. Il devient le documentaire musical le plus rentable de l'histoire. Ironie cruelle, le spectacle qu'il n'a jamais pu donner devient un triomphe sans lui. Pendant ce temps, l'estate of Michael Jackson, dirigé par Branca et McClane, transforme le deuil en entreprise. Les dettes s'effacent, les revenus explosent. Entre 2009 et 2019, l'empire posthume de Michael génère plus de 2 milliards de dollars. Les albums se vendent à nouveau, les rééditions affluent, les contrats se multiplient. Sony, Cirque du Soleil, Broadway, le roi est plus rentable mort que vivant. Mais dans le cœur des fans, une question demeure.
Comment ceux qu'ils redoutaient le plus ont-ils fini par hériter de tout ? Les rumeurs persistent. On parle de manipulation, d'intérêts croisés, de signatures arrachées. On rappelle que le testament de 2002 mentionne une résidence à Los Angeles, alors qu'à cette époque Michael n'y était pas. Une incohérence troublante, jamais expliquée. Mais le temps, comme toujours, finit par avaler les doutes. Et la vie continue. Les enfants grandissent protégés derrière les murs d'une fortune immense. AEG retrouve ses bénéfices, Branca devient le gardien officiel de l'héritage artistique de Michael Jackson. Il se met beaucoup d'anciens collaborateurs de Michael à dos, ne cherche pas à exploiter les archives de l'artiste et multiplie les collaborations pour du merchandising. La musique et les vidéos deviennent secondaires. Les fans, eux, restent partagés entre deux sentiments, la gratitude pour l'artiste et la colère contre le système qui l'a broyé et qui désormais garde farouchement des archives qu'ils ne prennent pas la peine de valoriser. Au fond, tout s'est passé comme dans une partition tragique. Le dernier acte s'est joué à huis clos. Le rideau est tombé sur un corps épuisé et quand la salle s'est rallumée, le business avait déjà repris. Michael voulait un retour. Ils ont eu une renaissance. Mais pas la sienne, la leur. You've always been Michael Jackson on stage. I guess. Yeah, that's true. It's a hard situation. It is. And it's something I have to put up with. It must be hard to have real friends. Yes. Quelque part entre les projecteurs et les bilans comptables, le roi repose encore, figé dans une éternité dorée, libéré du monde, mais trahi par ceux qui l'ont ressuscité pour ne jamais le laisser mourir. Au bout du compte, il ne reste plus rien que le silence. Derrière les chiffres et les contrats, les querelles et les millions, il y avait juste un homme fatigué qui voulait chanter encore une fois. Un homme qui rêvait de retrouver la scène, de sentir une dernière fois la chaleur du public, et peut-être de redevenir ce qu'il était avant que tout ne s'écroule. Mais le monde ne laisse pas les icônes dormir longtemps. Quand le rideau est tombé, d'autres ont pris sa place. Ils ont compté, signé, vendu, réédité. Ils ont immortalisé ce qu'ils avaient détruit, figé à jamais entre gloire et tragédie. Pourtant, quelque chose échappe encore à tous les contrats du monde. Quelque chose que ni l'argent, ni la mort, ni le mensonge n'ont pu éteindre, sa voix. Cette voix qui tremble et qui s'élève, celle d'un enfant qui voulait guérir le monde, celle d'un homme qui cherchait simplement la paix. Le reste appartient aux vivants, les chiffres, les héritages, les mythes, mais la musique, elle, reste du côté des âmes. Et quand la lumière s'éteint, on peut encore l'entendre quelque part, chanter pour ceux qui l'ont aimé, comme s'il n'était jamais parti. Le roi est endormi, mais sa chanson, elle, ne s'arrêtera jamais.